Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, je suis Anaïs. Alors maintenant, je travaille chez EED aussi sur un projet qui s'appelle Place aux jeunes. En fait, je coordonne ce projet où on accompagne les ONG en fait à renforcer la place des jeunes dans leurs projets de solidarité internationale et aussi dans leurs organisations, donc jusqu'à dans leur gouvernance. Donc ça, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard si ça intéresse certaines personnes. Et donc, comme Sophie, moi, ma mission de volontariat, je l'ai déjà achevée. En fait, j'étais service civique à l'international et VSI, donc volontariat de solidarité internationale, à Cusco au Pérou pendant 4 ans, donc de 2015 à 2019, pour une petite asso qui s'appelle Coscomaki, donc en fait qui accompagne des enfants, adolescents travailleurs en situation de rue. Donc du coup, j'étais coordinatrice aussi là-bas de l'association. Donc je pense qu'on pourra rentrer en détail par la suite, en tout cas sur nos missions à Sophie et à moi. En tout cas, ravie de voir que vous êtes aussi nombreux ce soir pour pouvoir discuter de ça. Alors, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un volontariat de l'aide de l'Union européenne. Donc ça, c'est le terme français, mais le terme plus connu et plus communément utilisé, c'est EU Aid Volunteer. C'est European Union Aid Volunteer. Donc c'est un type de volontariat de l'Union européenne qui est différent du volontariat de, comment ça s'appelle maintenant, le volontariat européen. Parce qu'il est Européen de plus... solidarité. Oui, ça. voilà. Parce qu'il est vraiment spécifique à l'aide humanitaire. Donc, bien évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce type de volontariat, je peux vous donner plus de précisions parce que, effectivement, comme il n'est pas très connu, ça peut toujours être intéressant de développer un petit peu là-dessus. Donc, dans le cadre de ce volontariat, j'ai travaillé, donc j'étais en mission pendant 1 an au sein de Médecins du Monde Belgique, donc la mission en Tunisie. Donc j'étais en Tunisie pendant 1 an. Et donc Médecins du Monde, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'organisation. Donc on travaille sur la santé principalement, en faisant du plaidoyer, mais aussi des actions de protection. Alors, Médecins du Monde Belgique a des missions dans différents pays. C'est pas aussi grand, on va dire, que Médecins du Monde France ou Médecins du Monde Espagne. Mais quand même, il y a une mission donc, en Tunisie où j'ai été, il y a une mission au Niger, en Bosnie, en Belgique, bien évidemment. Et dans d'autres pays encore, j'ai pas tous les pays en tête maintenant, mais vous pourrez retrouver ça facilement. Et donc, par rapport à la mission de Tunisie, donc, on travaille sur, en tout cas quand j'étais en mission, sur 2 grands projets. Donc, un projet d'amélioration de l'accès aux soins aux populations migrantes. Et donc, c'est sur ce projet-là que j'ai travaillé. Donc, moi, j'étais assistante projet. Et le deuxième projet, c'est un projet qui est plus en rapport avec la société civile tunisienne pour faire en sorte de renforcer les capacités de la société civile dans tout ce qui est projet de santé, pour améliorer le système de santé tunisien. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions un peu plus spécifiques ou qu'il y aura des questions un peu plus spécifiques sur ce qu'est Médecins du Monde ou Médecins du Monde spécifique, Médecins du Monde Tunisie. Mais voilà, globalement, je vais m'arrêter là. Je peux, dans tous les cas, revenir dans plus de détails. Et puis, je reviendrai, je pense, après sur quelle était ma mission exactement, qu'est-ce que je faisais exactement tout à l'heure. Voilà. Alors, pour prendre la suite, donc moi, l'asso dans laquelle j'étais au Pérou, donc c'est une toute petite asso locale, donc rien à voir avec voilà, Médecins du Monde ou des grosses ONG. Donc voilà, une asso qui s'appelait Coscomaki, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc c'est une asso qui a près de 30 ans d'existence, qui est petite mais qui est assez connue justement dans la ville de Cusco au Pérou parce que c'est la seule organisation, la seule asso qui accueille des jeunes en situation de rue. C'est-à-dire que c'est un espace ouvert en fait d'accueil de nuit. Donc du coup, il y avait différentes missions. Donc il y avait vraiment l'accueil de nuit et l'accompagnement éducatif des jeunes, qui était un peu une première mission. On avait une bibliothèque communautaire où on accueillait ces jeunes en situation de rue et des jeunes du quartier pour favoriser la socialisation. On avait aussi un espace culturel qu'on a créé. On avait justement des artistes qui venaient proposer des ateliers artistiques ou spectacles. Et on avait des ateliers de formation pour ces jeunes-là, donc en boulangerie, menuiserie. Et donc, c'était une asso qui était
qui travaillait sur les principes de l'éducation informelle, l'éducation populaire. Voilà, et donc du coup, c'est une association qui n'a que des salariés locaux péruviens et du coup des bénévoles, parfois en service civique ou des stagiaires péruviens ou internationaux qui voilà, venaient aussi se former. Et je ne sais pas si j'ai autre chose à dire pour le moment sur la structure. En tout cas, c'était voilà, les différents projets qui étaient mis en place et donc du coup qui agissaient aussi avec les différents acteurs locaux et nationaux. Et voilà, je pense que du coup, ça fait déjà un bon panorama. Donc, on est vraiment sur un travail éducatif, d'accompagnement, donc plutôt de développement, pas tant de l'urgence ou de l'humanitaire. On était vraiment voilà, sur l'accompagnement des jeunes sur toute leur... Enfin, en tout cas, on les accueillait à partir de 11 ans jusqu'à leurs 18 ans. Donc, on essayait de travailler avec eux pendant tout ce temps-là. Alors, il y a une question pour toi dans le chat, Anaïs, de Sophie. C'est comment tu as découvert ton association? En fait, j'ai postulé pour une annonce de service civique à l'agence du service civique. Donc, en fait, je ne connaissais pas l'association avant de postuler. Donc, c'est par là que je l'ai connue. En tout cas, je n'avais pas de lien particulier avec avant d'être service civique. Alors, peut-être qu'on peut passer à la deuxième question qui, je pense, amènera peut-être plus facilement après des questions de vous qui êtes présents, qui est plus une question sur votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là à ce poste voilà, qu'est-ce qui vous a motivé et comment vous êtes arrivé à ce poste-là? Comment ça se passe? Du coup, je vais reprendre la parole. Alors, moi, j'ai fait mes études. J'étais tout d'abord à Sciences Po Strasbourg. J'ai fait mon master, donc ma 5e année à Lyon, dans un master qui était coopération et développement au Maghreb et Moyen-Orient. Donc, suite à ça, j'ai fait mon année d'Erasmus, je l'ai fait à Istanbul. Donc, j'ai toujours été intéressée pour travailler dans le monde arabe méditerranéen en fait, en général. Et ensuite, j'ai été vraiment intéressée par les thématiques des migrations, donc toujours dans la région de la Méditerranée. Et j'ai fait mon stage de fin d'études au Maroc dans une association locale, nationale marocaine. On travaillait donc sur tout ce qui était assistance juridique pour les demandeurs d'asile, les migrants et les réfugiés. Et donc, suite à ça, j'avais envie vraiment de continuer mon parcours sur cette thématique de la migration dans une association ou une ONG. Directement après mes études, j'ai pris une année, comme on va dire, sabbatique pour voyager, donc toujours dans la même région. Et ensuite, je me suis mise à chercher un travail. Et finalement, j'ai trouvé cette opportunité de volontariat. Donc, ça portait donc sur la thématique des migrations. Donc, c'était pour être assistant projet d'un projet de migration. Donc, ça m'a intéressée et c'était donc avec Médecins du Monde, une ONG qui m'intéressait également. Donc, j'ai postulé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un volontariat de l'aide de l'Union européenne. Donc, peut-être, je reviendrai après sur, si ça vous intéresse, sur quel est le process en fait pour postuler et ensuite pour être déployé en mission dans un tel volontariat, parce que finalement, c'est pas très simple, ça peut prendre du temps, il y a quand même une procédure, il y a une formation à faire qui n'est quand même pas rien. Donc, j'ai postulé, c'était il me semble, janvier de 2019 et j'ai été déployée en septembre 2019. Donc pour 1 an en Tunisie. Voilà, donc c'est ça en gros mon parcours pour arriver jusque-là. Donc bien sûr, si vous avez des questions ou des précisions, je suis là. Oui, entre-temps aussi, j'ai travaillé dans une organisation à Malte qui travaillait sur les questions migratoires toujours. Donc ça m'avait permis toujours de rester dans cette même thématique. Voilà. Alors moi, pour prendre la suite, peut-être, du coup, je n'ai pas trop un parcours universitaire spécialisé sur les questions d'action humanitaire, de solidarité internationale ou quoi que ce soit.
En fait, j'ai plutôt, je crois, appris au fur et à mesure et j'ai un peu profité des opportunités qui se sont présentées. À la base, j'ai une licence en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, chinois. Et en master, je me suis plutôt orientée sur une spécialité Asie, donc ce qui n'est pas très logique pour partir en Amérique latine après. Mais du coup, un master 1 plutôt langue interculturalité et un master 2 sur la gestion de projets interculturels. Et donc, du coup, pendant mes études, je suis partie 2 ans en Chine au total. Et en fait, en y ayant aussi vu le capitalisme à l'extrême, même si j'avais une idée aussi de bosser dans le milieu associatif, pour moi, ce n'était pas forcément un truc d'accessible. Enfin, voilà, une sorte d'autocensure en tout cas. Et en fait, une fois rentrée en France, après la fin de mes études, je me suis dit, en fait, si je vais essayer de trouver une mission, quelque chose, avant de vraiment chercher un travail, chercher une mission où je pourrais peut-être partir quelques mois, 1 an à l'étranger. Et donc, c'est comme ça, du coup, que j'ai postulé pour les services civiques à l'international. En sachant que c'est assez limité. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait, je crois, sur toutes les missions de service civique, je crois qu'il disait qu'il y avait 1% de service civique à l'international. Mais maintenant, je crois que l'agence du service civique veut davantage développer ces missions-là. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir. Moi, c'était une mission d'1 an, mais c'était minimum 6 mois. Est-ce que votre travail sur place consistait plus à de la gestion de projet? Du coup, vous étiez dans une asso, l'asso a plusieurs projets et vous étiez là pour les soutenir en termes d'organisation, de deadline, de recherche de financement et autres? Ou alors est-ce que vous étiez plutôt directement au contact des populations en assurant par exemple le suivi, comme tu parlais, Anaïs, que tu as travaillé avec des jeunes? Est-ce que dans les quartiers, par exemple, tu assurais un certain suivi, comme on peut voir par exemple avec la Croix-Rouge au sein de son action sociale? Alors moi, du coup, j'étais sur des missions de coordination générale de l'asso. Donc, ça veut dire globalement un peu tout, plutôt le backup, en fait, la gestion des équipes, le recrutement, suivi des volontaires, des stagiaires, la recherche de fonds, le suivi des activités, les relations avec les bailleurs, etc. Donc, plutôt l'arrière, on va dire. Mais en fait, comme c'est une petite asso et que du coup, tout est mélangé, c'est-à-dire on a les gens qui travaillent sur les parties coordination, les gens qui travaillent sur vraiment l'aspect éducatif, pédagogique auprès des jeunes. En fait, tout est mélangé et nous, on était vraiment sur un fonctionnement très horizontal. Donc, du coup, c'est-à-dire que tout ce qu'on mettait en place, en fait, au niveau de la coordination, par exemple, quand on allait chercher des fonds, tout se faisait en fait, on travaillait avec les équipes directement qui accompagnaient les jeunes pour être en tout cas sûr de ce qu'on allait mettre en place. Et aussi, au niveau de l'horizontalité, en fait, nous, on travaillait avec les jeunes et en fait, les jeunes étaient totalement partie prenante des projets de l'association. Donc, en fait, on les consultait en permanence sur tout ce qu'on faisait et c'était eux aussi qui choisissaient la manière, enfin, avec les adultes, bien sûr, la manière dont on mettait les choses en place. Donc, en fait, je n'étais pas directement, moi, à faire de l'accompagnement éducatif. Et d'autant plus, je trouve que c'est plus légitime que ce soit aussi plutôt des Péruviens, Péruviennes qui connaissent en fait le contexte et aussi le contexte de la rue de le faire. Mais du coup, on avait toujours ces liens en fait. Et dans la plupart des activités, en fait, moi j'avais l'opportunité d'échanger avec les jeunes. Enfin, je les connaissais autant. On était autant en lien qu'avec les éducateurs, éducatrices. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas le cœur de mon travail de faire cet accompagnement éducatif-là. Alors, pour prendre la suite d'Anaïs et pour répondre à cette même question, alors, donc moi, comme je l'ai dit, j'étais assistante projet, donc de projet d'amélioration de l'accès aux soins pour les populations migrantes vulnérables dans toute la Tunisie. Et pour un petit peu mieux comprendre, je vais rentrer juste dans certains détails du projet. Donc, il y avait 3 axes majeurs dans le projet. Le premier, c'était tout ce qui était protection. Donc, c'est-à-dire là, il y avait un contact direct avec les personnes qui venaient nous voir pour des questions de soins, qu'ils avaient besoin de certains soins, ou alors ils avaient besoin d'être orientés vers les structures de santé tunisiennes parce qu'ils ne savaient pas comment fonctionnait exactement le système de santé tunisien, ou pour des besoins de remboursement parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour se payer des frais de soins, etc. Donc, dans cet axe-là, il y avait un contact direct avec les personnes, mais du fait de mon poste, moi j'étais un petit peu comme Anaïs l'avait été, c'était dans de la coordination, donc dans le soutien au projet. Donc je faisais principalement la planification des activités, l'organisation des activités,
tout ce qui était la structure voilà, de la coordination et de la gestion de projet, on va dire pure et dure. Mais comme mon poste était quand même assez flexible dans le sens où disons que ma fiche de poste, elle n'était pas déterminée, figée dans le marbre, en fait. Et en fonction de qu'est-ce qui m'intéressait, je pouvais, avec mes collègues, décider d'aller travailler un peu plus. Par exemple, hein, on mettait en place des formations, donc des formations d'éducateurs pairs, donc pour des personnes migrantes, donc sur la thématique de la santé sexuelle et reproductive. Et donc, c'était mes collègues qui étaient en charge de faire les formations. Mais comme moi, j'étais en charge de toute l'organisation, j'assistais aux formations, donc j'étais aussi en contact avec les personnes. Donc voilà, mais principalement, oui, c'était de la gestion de projet. Donc, ce n'est pas moi qui allais... Enfin, il y avait des personnes, disons, qui étaient qualifiées justement pour ça, pour aller vers les personnes et pour être chargée de protection, en fait, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Et peut-être juste pour rebondir très rapidement sur ce que tu disais, Sophie, je ne sais pas si c'est ton cas, mais enfin, je sais que en tout cas au Pérou, ça a pu être le cas dans plusieurs assos. En fait, on est dans des structures qui ont peu de moyens, en tout cas pas forcément autant qu'en France. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve des fois à faire plein de choses, effectivement, qui ne sont pas inscrites dans une fiche de poste un peu rigide. Et donc, du coup, il y a aussi des opportunités de faire autre chose. Et de mener aussi d'autres tâches, d'autres actions. Parce que voilà, enfin, même en France, finalement, on n'est pas suffisamment nombreux pour tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est vrai que des fois, on se retrouve à pouvoir découvrir d'autres choses et d'autres activités. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, pour moi, ce n'était pas forcément par manque de moyens, même si on était quand même une équipe où il y avait beaucoup, beaucoup d'activités sur le projet, on n'était pas suffisamment nombreuses. Mais c'était aussi par peut-être dans un certain sens une organisation un petit peu défaillante sur certains aspects, donc ce qui permettait aussi d'avoir cette flexibilité. Et quand moi je suis arrivée à Médecins du Monde, j'étais la première volontaire de l'aide de l'Union européenne et il y avait pas mal de problèmes sur cette mission interne, c'est-à-dire que la coordinatrice générale était en train de quitter. Il y avait vraiment, c'était un petit peu une période un peu critique pour Médecins du Monde Belgique à ce moment-là. Et du coup, c'est au final moi qui ai pu dire, OK, moi j'ai envie de travailler vraiment là-dessus, c'est ce projet qui m'intéresse. Et d'avoir eu cette flexibilité, je pense que c'était aussi lié au fait que l'organisation à ce moment-là était justement pas très organisée. Bah, déjà, merci pour vos interventions. Effectivement, c'est plus c'est pas vraiment sur le contenu d'émission, ma question. Du coup, je peux passer en temps. Ouais, je peux. Ok. Donc, la première, c'était pour Sophie. C'était pour me dire ce que tu avais dit. Il y avait ce temps d'attente entre ta demande pour le volontariat et la réponse au moment où tu envoyé sur le terrain. Cette période entre janvier et septembre, qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Je veux dire, je m'avais parlé de sorte de formation. En quoi elle consistait? Quels étaient les requis pour partir? Ma deuxième question, c'était pour Anaïs. C'était sur service civique international. Est-ce qu'il est possible de faire un service civique international si on a déjà fait au préalable un service civique en France? Et je pose aussi la deuxième question toujours pour Anaïs sur parce que l'émission que tu as fait me parle beaucoup. Est-ce que c'est souvent, pour ce genre de service civique international, c'est souvent centré sur des petites structures? Enfin, quel catalogue, si je peux utiliser ça entre guillemets, des missions proposées? Merci. Sophie, tu peux répondre et peut-être expliquer en fait un peu ce qu'est le EU Aide Volontiers, en profiter, et tu pourras peut-être en même temps répondre à la question de la rémunération quand on est volontaire de l'aide européenne. Alors, merci pour vos questions parce que ça va me permettre justement, comme l'a dit Louise, d'expliquer un petit peu plus ce que c'est le volontariat de l'aide de l'Union européenne. Alors, donc comme je vous l'ai dit, le temps où on postule et le temps où on est déployé peut être variablement long. Alors pour moi, ça a été encore plus long parce qu'entre-temps, il y a eu des changements dans la politique de l'Union européenne qui a fait que je n'ai pas été déployée en fait, sur le terrain pour lequel j'avais postulé. Donc si je rentre dans les détails, en fait, quand j'ai postulé à l'offre à laquelle j'ai postulé, c'était donc sur un projet migration avec Médecins du Monde Belgique, mais c'était au Niger.
Donc, à partir du moment où on postule, il y a une première étape. Donc, la première étape, c'est l'organisation d'envoi. Dans mon cas, c'est Médecins du Monde Belgique qui va sélectionner 3-4 personnes. Donc, il y a des premiers entretiens. À partir de ce moment-là, ils vont déterminer ces 3-4 personnes qui vont partir à la formation de l'Union européenne. Donc là, en fait, c'est pour être volontaire de l'aide de l'Union européenne, il faut d'abord être sélectionné par une structure d'envoi à laquelle donc, on a postulé pour le poste en question. Et ensuite, on doit faire une formation. Donc, c'est une formation qui est donnée par la DG ECO, donc de développement et d'aide humanitaire de l'Union européenne. Et donc ça s'est fait. Bon, ça dépend. Peut-être dans certains cas, c'est plus rapide, mais pour moi, ça a été fait, je pense, 1 mois ou 2 mois après avoir postulé. Donc, ces formations durent à peu près 10 jours et il faut les faire en fait pour pouvoir être admis dans on va dire, le pool de volontaires de l'aide de l'Union européenne. Donc, c'est quoi ces formations? Donc, il n'y en a qu'une qui dure environ 10 jours. Alors, directement pour répondre à la question, la formation, elle est intégralement prise en charge par l'Union européenne. Donc, que ce soit de votre déplacement jusqu'à l'endroit de la formation, jusqu'à tout ce qui est logement, nourriture pendant cette formation, vous n'avez pas besoin de débourser aucun euro, rien du tout. Ça, c'est l'Union européenne qui prend en charge. Donc, une dizaine de jours. Alors, tout d'abord, il y a 7 jours avec des modules assez divers, en fait. C'est des journées, on ne va pas dire des cours parce que c'est vraiment fait d'une façon très interactive. Donc, ça passe du droit de l'Union européenne, donc plus spécifique évidemment à l'aide humanitaire, comment fonctionne un petit peu l'Union européenne, alors, on a eu aussi, que je me souviens, des modules sur l'interculturalité, parce que du coup, on est tous amenés à partir sur des terrains différents. Alors oui, pour aussi préciser, lors de cette formation, il y a des gens, en fait, c'est des futurs volontaires qui ont postulé à différentes offres dans différents pays et dans différentes organisations. Donc, on se retrouve vraiment avec plein de gens qui veulent aussi partir dans des endroits différents, dans des organisations différentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour rencontrer d'autres personnes. Alors, il y a aussi les volontaires juniors et les seniors. Donc, en général, les juniors, c'est ceux qui ont moins d'années d'expérience, et les seniors, souvent, c'est des personnes qui ont déjà travaillé dans un domaine. Par exemple, si je prends la protection de l'enfance, c'est par exemple quelqu'un qui est éducateur ou éducatrice spécialisée, disons en France, et qui souhaite exercer ce métier dans l'humanitaire à l'étranger. Donc ça, c'est un volontariat qui est ouvert pour toute personne, donc toute personne européenne, ou aussi les personnes qui résident dans un des pays membres de l'Union européenne. Et donc, pour revenir aux différents modules, donc on a interculturalité, droit de l'Union européenne, il y a aussi qu'est-ce qu'on avait d'autre? La sécurité. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et voilà, il y a aussi un grand module de gestion de projet. Donc même si vous n'avez pas fait de la gestion de projet, il y a les bases en fait qui sont données. Donc pendant cette formation, c'est vraiment les bases du travail humanitaire qui sont données. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur comment se connaître, en fait, se connaître soi-même. Et c'est pour ça que je disais c'est assez interactif, c'est qu'on a beaucoup de travaux de groupe, donc comment on arrive aussi à s'intégrer dans le groupe. Et en fait, pendant toutes ces 10 jours, on va avoir un système d'auto-évaluation où on va un petit peu voir si on a évolué du début de la formation à la fin de la formation. Et on a un mentor qui est là pour nous accompagner. Donc ça, c'est une formation qui est très intéressante. Et donc, on a, comme je disais, les 7 premiers jours, c'est vraiment plus, disons, de la théorie. Et ensuite, les 3 derniers jours, ça va être quelque chose de plus pratique. En fait, ça va être une mise en situation. Donc, on a une mise en situation qui va être tout d'abord sur de la gestion de projet. Donc, on va devoir créer, par équipe toujours, créer notre projet, répondre aux besoins. Donc, on a, par exemple...
la mise en situation, c'est qu'on est dans un pays, donc on travaille pour une ONG et il va y avoir un tremblement de terre et là, il va falloir intervenir rapidement. Comment on va faire? Donc, il y a des jeux de rôle, en fait. Il y a des acteurs même qui jouent par exemple, les institutions locales. Donc, chacun doit essayer de faire en sorte que sa structure pour laquelle il travaille arrive à s'insérer dans le pays. Et ils nous font des petits pièges, en fait, des pièges interculturels, par exemple. On me dit, voilà, c'est dans un pays musulman. Donc, si tu viens, par exemple, tu ne portes pas de voile, ils peuvent te dire, ah, mais pourquoi vous ne portez pas le voile? Ou il y a une conférence de presse où ils posent plein de questions. Donc, c'est des acteurs qui jouent des journalistes et donc ils posent des questions sur, oui, alors, ils essayent vraiment de nous pousser dans nos retranchements pour voir comment on va réagir, en fait. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et dans cette simulation, il y a aussi la partie, on va dire, la plus... bon, comment dire? En fait, comme on a un module sur la sécurité, on va avoir une mise en situation qui est par rapport à tout ce qui est voilà, la sécurité dans le domaine de l'humanitaire. Donc, c'est une formation qui est faite on l'a faite avec les militaires. Et là, c'est nous, donc, en tant que personnes qui travaillent dans des ONG, on va sur un terrain difficile. Et alors, il y a... pas tout vous dévoiler, mais on va apprendre aussi les gestes des premiers secours. Et il y aura donc une prise d'otage, on va être pris en otage pour voir vraiment comment on réagit et comment se comporter quand on passe différents checkpoints. Enfin, vraiment, on apprend ça. Et donc, durant la mise en situation, c'est vraiment un terrain réel. Alors, nous, moi, je l'ai faite en Belgique, cette formation, et on était dans un camp d'entraînement militaire, en fait. Et donc voilà, ils mettent les bandeaux sur les yeux et tout. Donc c'est vraiment, on sait que évidemment c'est faux, mais c'est quand même, ça apprend beaucoup de choses sur soi, etc. Et je pense que tout l'ensemble de cette formation est très intense parce qu'on est tout le temps en train de travailler, d'être en contact avec les autres, etc. Et les derniers jours, avoir cette simulation, elle peut être assez éprouvante, mais vraiment très intéressant. Et ça renforce les liens aussi avec les autres qui sont avec nous dans la formation. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la formation. Et à l'issue de cette formation, on fait partie du pool de volontaires de l'aide de l'Union européenne. Donc cette formation, c'est pas vraiment on va la réussir ou on va pas la réussir. En général, ceux qui la font vont la réussir. Il y a très peu de chances pour que quelqu'un ait un comportement complètement qui fonctionne pas du tout et qui puisse pas faire partie qui puisse pas devenir volontaire de l'aide de l'Union européenne. Donc, après la formation, qui dure une dizaine de jours, normalement, vous allez avoir des nouveaux entretiens avec votre structure d'envoi et qui vont là définir qui est-ce qui va partir. Parce que, comme je l'ai dit lors de la formation, ce n'est pas si vous arrivez à la fin de la formation que vous pouvez être déployé en mission. Parce que là, c'est votre organisation de déploiement qui va décider. Donc là, moi, j'ai eu des entretiens, encore une fois, avec Médecins du Monde, donc avec les personnes qui étaient au Niger, parce que donc, je devais partir au Niger à la base, et avec les référents au siège de Médecins du Monde. Suite à ça, là, ils vont sélectionner la personne qui va partir. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un processus vraiment long et qui peut demander pas mal d'investissement, déjà en termes de temps, mais aussi en termes de, voilà, on fait la formation, mais on ne sait pas si on va être déployé sur le terrain. Donc finalement, moi, j'ai pu être choisie pour être déployée sur le terrain. Donc avant de partir en mission sur le terrain, il y a quelques jours, en fait, où vous partez au siège de l'organisation d'envoi, où vous avez un petit briefing où ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Donc moi, dans mon cas, c'était avec Médecins du Monde Belgique. Donc, qu'est-ce que Médecins du Monde Belgique? Comment on fonctionne? Aussi, plus spécifiquement, quels sont les projets dans mon lieu de déploiement, etc. Donc ça, c'est quelques jours. Et suite à ça, vous pouvez partir dans votre pays de mission et donc commencer votre mission. Alors pour moi, ça a été un petit peu différent dans le sens où j'ai été... lorsque j'ai fait mon briefing à Médecins du Monde Belgique, je devais partir donc 2-3 jours après au Niger. Et à ce moment-là, en fait, l'Union européenne a pris une décision de ne plus envoyer de volontaires dans la région du Sahel.
pour des raisons de sécurité. Donc, du jour au lendemain, j'avais bien sûr préparé toutes mes affaires, mes valises, etc. Et je n'ai pas pu partir. Et donc, ça a été une période un petit peu compliquée parce que du coup, il n'y avait pas d'autres postes où ils pouvaient m'envoyer directement. Donc, je ne savais pas comment je devais, si je pouvais quand même partir, si Médecins du Monde Belgique allait réussir à me trouver une autre mission. Donc, finalement, j'ai patienté encore 2 mois. Et ils m'avaient dit qu'ils aimeraient ouvrir un poste en Tunisie, donc toujours en tant que volontaire de l'aide de l'Union européenne. Et bon, au bout de 2 mois, j'ai pu partir en Tunisie. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, ça a duré un petit peu longtemps. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer tout le processus pour les volontaires de l'aide de l'Union européenne. Et donc, pour répondre à la question des financements, donc c'est sûr que c'est une question hyper importante. Alors, en tant que volontaire de l'aide de l'Union européenne, donc vous êtes rémunéré. En fait, on reçoit une indemnisation. Donc, ce n'est pas genre un salaire, c'est plutôt que tous vos frais sont pris en charge. Donc, le logement est pris en charge par, c'est l'Union européenne, mais ça passe par la structure d'envoi, évidemment. Donc, vous avez un logement. Vous avez chaque mois un certain montant en euros, donc qui est converti dans la monnaie locale, qui vous permet normalement de vivre très bien, sans excès, hein, ça reste un volontariat, donc c'est sûr qu'à un certain moment, c'est voilà, avoir la base, manger, faire quelques sorties, etc. Donc moi, je n'ai pas dû débourser de mon argent propre. Donc de ce côté-là, tout est pris en charge. Vous avez aussi une assurance, donc santé, etc., qui est prise en charge par l'Union européenne. Donc vous n'avez pas besoin de débourser d'argent normalement. Alors, donc normalement, comme je le disais, le logement est mis à disposition par votre structure d'envoi. Donc, dans mon cas, c'était un peu différent parce que comme j'étais la première volontaire à arriver sur la mission en Tunisie, et comme je vous disais, c'était une période où la mission était un petit peu dans certains problèmes, tout n'a pas été prêt pour mon arrivée, donc j'ai dû chercher un logement moi, mais normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est eux qui doivent tout vous fournir, vous arrivez, vous êtes logé et c'est bon. Voilà. Désolée d'avoir pris un petit peu de temps, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire sur ce type de volontariat qui n'est pas forcément connu. Donc, j'espère que vous avez une meilleure vision de ce que c'est. Et si vous avez plus de précision, n'hésitez pas, bien évidemment. Merci, Sophie. C'est vrai que ce volontariat, il n'est pas très connu. Le service civique vers l'international et le VSI, c'est un peu plus connu. Mais peut-être qu'Anaïs, tu vas pouvoir nous en dire plus sur comment fonctionnent ces 2 types de volontariat et peut-être ce qui les différencie aussi. Ouais, alors peut-être avant, du coup, pour répondre je crois que c'était aux questions de Samy. Alors, le service civique, en fait, on ne peut en faire qu'un seul, si je ne dis pas de bêtises, hein, que ce soit en France ou à l'international. Donc, si tu as déjà fait un service civique en France, ce n'est pas possible de repostuler pour un service civique à l'international. Alors, je ne sais pas trop par rapport à la question, est-ce que les services civiques, c'est plus pour des petites structures? J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'on a des préparations au départ et dans mes souvenirs, ce n'était pas des grosses organisations qui envoyaient des services civiques. Donc, c'est vrai que c'est plutôt fait pour des petites organisations. Les grosses organisations, elles envoient peut-être plus des VSI, Volontariat de Solidarité Internationale. Et donc, du coup, pour faire un peu la différence, peut-être pour ceux qui ont besoin de plus d'infos, le service civique, en fait, on peut signer un contrat de service civique jusqu'à la veille de ses 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, oui, c'est ça. Et donc, du coup, on est plutôt sur des missions d'appui qui permettent le développement de l'engagement. Donc, vous n'avez pas normalement de responsabilité derrière dans le cadre d'un service civique. Normalement, le service civique se veut ouvert à tous et à toutes, donc basé sur la motivation et pas tant sur un CV. Et dans le cas du VSI, par contre, c'est ouvert pour n'importe quelle personne à partir de 18 ans. Donc, on peut avoir 18 ans, 30, 40, 50, 70 ans si on veut, on peut faire un VSI. Et là, par contre, c'est un volontariat un peu plus professionnalisant, c'est-à-dire qu'on attend de vous que vous ayez déjà des compétences professionnelles avant, que vous ayez déjà développé des compétences, peut-être déjà des premières expériences. Et donc, du coup, là, vous pouvez être amené, par contre, à avoir vraiment des responsabilités.
Donc ça, je pense vraiment la différence, la question de l'âge et aussi la question du type de mission que vous pouvez faire. En termes de rémunération, alors en fait, en service civique à l'international, normalement, on a une base de 500 et quelques euros. Enfin, en tout cas, c'était le cas en 2015. Je pense que c'était 530, quelque chose comme ça. Et il y avait 100 euros en plus que la structure, en fait, soit vous versez en cash, soit le couvrez pour un logement. Moi, dans mon cas, du coup, donc, comme c'était une mission de 12 mois, ça faisait 1 200 euros. C'était mon billet d'avion aller-retour qui était payé. Voilà. Par contre, et donc, du coup, c'est une indemnisation que paye l'État français. Donc, du coup, que vous soyez service civique au Pérou, en Australie, au Maroc ou au Canada, en fait, vous allez recevoir cette même somme d'argent. Donc, c'est vrai que selon où vous allez être, en fait, ça va vous permettre de bien vivre, comme c'est le cas au Pérou, hein, parce que le salaire minimum est à 200 euros à peu près. Donc, quand on a 500, on est plutôt bien. Enfin, on peut vivre très largement. Mais c'est vrai que si on a 500 euros au Canada, en Australie, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et dans le cas du VSI, par contre, du coup, c'est votre structure qui vous finance. Donc, du coup, ça veut dire que parfois, vous pouvez avoir plus de travail et plus de responsabilités. C'était mon cas, mais être payé moins qu'en service civique. Parce que du coup, ça va vraiment dépendre des moyens que peuvent allouer les organisations. Et peut-être aussi un point de précision, le service civique, du coup, c'est des missions maximum de 12 mois. Quand on est VSI, on fait une mission minimum d'1 mois, mais en fait, sur toute sa vie, on peut faire 6 ans de VSI. Donc moi, par exemple, j'ai fait 3 ans de VSI et je pourrais très bien, à un autre moment, refaire 3 ans de VSI à un autre moment de ma vie ou refaire 1 an et puis une deuxième année. Enfin, voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant à savoir aussi, c'est-à-dire que ça peut être un peu à n'importe quel moment de votre parcours. Et donc, dans les deux cas, il y a pareil des préparations au départ. Alors, ce n'est pas des formations aussi pointues que dans le cadre de Sophie. C'est en tout cas en service civique, je crois que c'était 1 ou 2 jours où vous rencontrez du coup d'autres services civiques qui partent à l'international. Pareil pour le VSI. Et dans le cas du VSI, au retour, il y a une formation au retour qui est obligatoire. Donc, ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est qu'il y a une prime au retour. Alors, je ne suis plus certaine. Je dirais que c'est 2 700 ou 3 700 euros. Donc, il faut que vous ayez fait au minimum 2 ans de VSI à la suite. Et donc, vous avez cette indemnisation pour vous aider une fois de retour en France à vous installer de nouveau. Donc, voilà. En tout cas, c'est un peu la différence entre les deux dispositifs. Et je ne sais pas s'il y a des questions, besoin d'infos supplémentaires. Je pensais aussi il y a plusieurs personnes qui avaient parlé du VIE et du VIA. Moi, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais c'est vrai que du coup, VSI, on est plutôt orienté vers des ONG, VIE plutôt des entreprises et VIA plutôt des organisations. Alors, c'est sûr qu'après, en termes de rémunération, indemnisation, on est beaucoup plus gagnant en VIE ou en VIA, beaucoup moins en VSI. Donc, c'est vrai qu'en VSI, il ne faut pas que la rémunération, l'indemnisation, ce soit la seule motivation, parce que c'est sûr que ce n'est pas là qu'on va, en général, gagner beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que du coup, les VSI, il me semble que Médecins du Monde, MSF, etc., peuvent envoyer des personnes en VSI, je pense moins en service civique en tout cas. Peut-être avant de prendre ta question, Edouard, pour rebondir sur ce que tu disais, Anaïs, parce qu'on a eu aussi une rencontre Insertion Pro avec MSF. Et alors, je ne suis pas sûre qu'eux proposent des VSI, mais par contre, si vous souhaitez travailler dans l'humanitaire, c'est quasiment un prérequis pour la plupart des organisations, en fait, d'avoir une expérience terrain et donc de passer par le VSI. Et effectivement, le VSI, c'est plus professionnel, enfin, ça exige plus de compétences définies. Après, je pense qu'il faut rechercher parce qu'il y a vraiment différents types de missions. Et il y en a qui sont plus abordables, il y en a d'autres qui vont vraiment exiger des compétences techniques très précises, plusieurs années de gestion de projet ou autre, mais il faut rechercher sur la plateforme Coordination Sud les différentes offres et on peut trouver des choses plus abordables. Merci du coup beaucoup pour avoir détaillé votre parcours. J'avais une première question pour le UAV là. Je veux savoir quels sont les critères en fait pour être sélectionné pour participer à la formation. Et est-ce que, plus particulièrement, est-ce que tu penses que ta formation que tu avais fait avant t'a aidé à être sélectionné ou alors le fait d'avoir fait un peu, d'être engagé dans des associations, ça peut aussi nous permettre d'accéder à cette formation. Et du coup, une question qui suit un peu ça, c'est quels sont les débouchés après avoir fait
soit un VSI, soit un UAV? Est-ce qu'on peut travailler dans des grandes ONG pour, par exemple, aller travailler après à l'ONU, faire du plaidoyer pour participer plutôt dans des prises de décision par la suite, quitte à garder l'aspect proche de la population dans des périodes plutôt de bénévolat comme on peut faire en dehors du travail. Alors, je vais commencer par te répondre sur la question que tu as pour les UAV. Par rapport aux critères, alors en fait, c'est vraiment comme si tu postulais. Là, en l'occurrence, moi, j'ai postulé à un poste d'assistant projet au sein de Médecins du Monde au Niger. Donc, il n'y a pas des critères spécifiques en dehors du critère de il faut que tu sois européen ou résident européen. Et je crois qu'il y a un critère d'âge aussi. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est jusqu'à 28 ans, à partir de 18 ou peut-être un peu plus. Ça, il faudrait vérifier, je ne suis pas sûre. Mais en termes de critères de skills ou compétences, etc., ça va dépendre de ton organisation qui va t'envoyer. Donc, ce n'est pas l'Union européenne qui va faire la sélection, en fait. Hein. C'est vraiment ton organisation d'envoi. Donc, pour mon cas, c'était Médecins du Monde Belgique. Et donc, ils ont regardé si mon profil correspondait au poste. Donc, moi, j'avais fait de la gestion de projet dans mon master. Donc, je pense que j'avais eu des premières expériences aussi sur les questions migratoires. Donc, c'est ça, en fait, qui a fait en sorte qu'ils ont choisi de me sélectionner tout d'abord pour passer la formation. Et après, donc j'ai été choisie aussi parce que c'était plus sur des entretiens un petit peu... des entretiens, en fait, comme quand tu vas chercher un travail ou même un stage, en fait. Donc, il n'y a pas des critères spécifiques. C'est vraiment ton organisation d'envoi. Et on peut vraiment comparer ça à si tu cherches un stage ou si tu cherches un travail. Donc, voilà. Pour ça, j'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas exactement ça ce que tu voulais dire, dis-moi et je pourrais repréciser. Et ensuite, par rapport aux débouchés, alors, super. Par rapport aux débouchés, en fait, comme l'a dit Louise, le fait d'avoir cette expérience de volontariat, ça permet d'avoir une expérience terrain. Et souvent, quand on cherche du travail, on demande il faut l'expérience de terrain, etc. Et finalement, moi, j'ai fait ce volontariat parce que je cherchais du travail et donc je n'ai pas trouvé, disons, un travail au sens travail, pas de volontariat. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est un volontariat qui va me permettre d'avoir cette fameuse expérience qui est beaucoup demandée. Et après 1 an d'expérience dans une ONG, dans le secteur dans lequel j'aimerais travailler, voilà, ça me permettrait d'ouvrir. Donc moi, je viens de finir, donc pour l'instant, je suis plus ou moins dans la recherche de travail, mais on va dire que c'est pas comme en même temps j'ai repris les études. C'est pas vraiment ça le plus important, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose. Je pense c'est une expérience qui peut t'apporter, oui, qui peut te permettre d'avoir les débouchés que tu veux, parce qu'au final, c'est toi qui vas choisir ta carrière, c'est toi qui vas choisir où tu veux travailler. Donc, pour le cas du volontariat de l'aide de l'Union européenne, en général, c'est plus pour des personnes qui veulent travailler en ONG ou des personnes qui veulent travailler dans l'aide humanitaire. Mais si toi, tu veux travailler à l'ONU, ça te fait une expérience de terrain. Et donc, oui, enfin, moi, je pense comme ça que c'est toujours en fonction de qu'est-ce qu'on veut, on peut y parvenir, peu importe, disons, les chemins. Peut-être que ce ne sera pas un chemin direct, mais dans tous les cas, ça peut t'ouvrir des portes, ça j'en suis certaine. Moi, je sais qu'avec l'expérience que j'ai eue, 1 an, même rien aussi en termes de ce que j'ai appris même sur moi ou de ce que j'ai appris sur comment fonctionne ce milieu-là, c'est vraiment très enrichissant. Et voilà, encore une fois, je crois que si voilà, ton objectif, c'est de travailler plus dans des prises de décision et que tu as travaillé plus sur du terrain, bah, c'est toujours une expérience qui va te permettre, si tu arrives à le valoriser comme tel, en disant que voilà, moi, je veux travailler à l'ONU plutôt sur des postes de prise de décision, mais je connais bien le terrain parce que j'ai cette expérience, bah, tu peux le valoriser vraiment bien et ça peut te permettre d'obtenir le poste que tu veux, en fait. Donc voilà. Peut-être avant de passer la parole à Anaïs, il y avait une question encore sur le dispositif EU Aid Volunteer. Est-ce que n'importe quel organisme peut rentrer dans ce type de volontariat?
Si tu peux répondre rapidement, Sophie, sur ce. Oui, bien sûr. Alors, en fait, il me semble que les organisations, donc principalement des ONG, il y a une procédure pour qu'elles puissent déployer des volontaires, donc des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les procédures pour les organisations d'envoi, mais effectivement, elles ont besoin d'avoir un papier ou une demande ou d'être accréditées comme organisations qui peuvent déployer des personnes. Donc, n'importe quel organisme, je ne sais pas, il faut faire la demande en fait. Donc, en général, hein, de ce que je connais, les personnes qui ont été déployées en tant que volontaires de l'aide de l'Union européenne, c'était surtout dans des ONG, des ONG internationales. Je pense qu'il doit y avoir une liste qui doit se trouver sur Internet si ça vous intéresse en tapant EU Aid Volunteer. Je pense qu'on doit pouvoir trouver cette liste. Peut-être que Anaïs, tu peux nous dire, toi, sur cette question de après le VSI, qu'est-ce que ça apporte le VSI, la suite, comment on fait? Moi, du coup, je rejoins Sophie et ce que tu avais pu dire, Louise aussi. En fait, dans beaucoup de cas, quand on revient en France et qu'on essaie de postuler à des offres, alors je parle plutôt solidarité internationale en tout cas, ou autour de ces sujets-là, il y a souvent cette demande d'avoir déjà une expérience préalable sur le terrain. Donc, je pense que du coup, de partir en VSI ou autre dispositif de volontariat, ça permet déjà d'avoir cette première expérience. Et ça permet aussi de montrer, oui, effectivement, comme tu disais, Sophie, que d'avoir cette expérience-là, vous n'êtes pas quelqu'un de déconnecté du terrain une fois que vous rentrez en France. Je pense notamment à l'ONU, en fait, de se dire, voilà, on n'a pas que des personnes assis confortablement dans leur bureau qui prennent des décisions pour des populations auprès desquelles ils ne sont même pas proches ou ils n'ont pas forcément eu de lien. Donc, je pense que dans tous les cas, ça se valorise sans souci parce que je pense qu'aussi on sait très bien, pour beaucoup d'organisations en France, que quand vous partez notamment en VSI, souvent on va vous donner des responsabilités ou des missions qu'on ne vous donnerait pas forcément en sortant de l'école, en étant en France dans un poste. Donc des fois, vous allez vous retrouver à développer plein de compétences et aussi même des soft skills en fait, que vous auriez mis peut-être plus de temps à développer en France parce qu'on ne vous aurait pas donné l'opportunité. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à valoriser, en tout cas, avec le VSI en termes de professionnalisation. Et après, comme tu le dis, Sophie, ce ne sera peut-être pas forcément un parcours linéaire une fois de retour. Il y aura peut-être, je pense que il ne faut absolument pas négliger aussi la puissance du réseau. Moi, en coordonnant un projet où il y a une dizaine d'ONG, en fait, tout le monde se connaît, c'est un petit noyau. Souvent, les personnes passent d'organisation en organisation. C'est un peu comme le foot, quoi. C'est vraiment le mercato. Et donc, tout le monde, dans beaucoup de cas, tout le monde se connaît. Donc, je pense que si quand vous rentrez une fois en France aussi, vous essayez de créer des liens avec certaines organisations, peut-être aussi en étant bénévole ou même juste en participant à des activités qui peuvent mettre en place. Ça permet de rencontrer des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on rentre un peu dans ce secteur. Donc, si vous combinez les deux, je pense que c'est encore mieux. Et oui, je pense en tout cas, comme tu demandais, Edouard, je pense que ça n'empêche pas de passer d'une activité de terrain, une activité plutôt à l'ONU, d'avoir un peu cette double casquette, de dire, voilà, je suis passée par du terrain et dans un terrain particulier aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'on connaît absolument toutes les zones et on sait comment ça se passe partout, etc. Mais d'avoir déjà cette expérience-là, c'est sûr que c'est pas négligeable. Alors peut-être moi une information, alors c'est un volontariat que je ne connais pas bien, mais il existe un volontariat des Nations Unies. Je mets le lien dans le chat. En fait, il existe plein de types de volontariat. Il existe aussi le volontariat international de la francophonie. Vous pouvez retrouver tous ces différents dispositifs sur le site de France Volontaire. Et je vous invite à aller regarder, qui vous explique un peu les différentes formes de volontariat et comment on peut faire pour y postuler. Et c'est vraiment une bonne source d'information. Et après, ça vous permet peut-être de repérer des organismes qui proposent ces types de volontariat. Alors, si je reprends mon petit déroulé. Je pense peut-être à quelque chose en plus, Louise, tant que Vas-y. alors qui n'est pas forcément, parce qu'il n'est pas un volontariat, un dispositif de volontariat, mais si certains d'entre vous sont intéressés par les questions d'égalité filles-garçons, notamment des questions de genre, il y a une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle Plan International. Et donc, du coup, en fait, eux, ils ont chaque année ce qu'ils appellent le plan des jeunes. Donc, souvent, c'est des jeunes étudiants qui se mobilisent sur les questions d'égalité filles-garçons et qui, du coup, mettent en place des actions
avec Plan International. Donc souvent, ils sont formés, je pense justement aux techniques de plaidoyer, parce qu'en fait, ils sont invités à participer à des grands événements du coup internationaux, souvent qui ont lieu en France, à prendre la parole sur ces sujets-là. Donc, et qui peuvent eux-mêmes créer leurs propres projets et qui sont accompagnés par Plan International. Donc, je me dis, voilà, ce n'est pas un volontariat à proprement parler, ça se passe en France sur une année universitaire, mais du coup, c'est aussi, je trouve, des dispositifs, en tout cas des actions assez intéressantes pour que vous puissiez aussi, si vous êtes intéressé par ces sujets-là aussi, développer des compétences, en fait, parce que c'est vraiment l'idée de vous laisser libre de porter des sujets et des activités, en tout cas, que vous voudriez mettre en place. Donc, donc voilà, un petit élément en plus, en fait, ce n'est pas un volontariat à proprement parler. Ouais, désolé, encore une question. Est-ce que vous pensez que ça serait utile de compléter une formation avec un master pour pouvoir justement, par exemple, dans le cas de UAV où certaines structures vont demander d'avoir quand même une formation, même si on a de l'expérience plutôt dans de l'associatif, comme ça, il y a quand même certaines bases qu'on acquiert par le théorique. Est-ce que vous pensez que c'est utile de faire un master pour compléter sa formation? Et si oui, lequel? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Vraiment, moi, dans ma façon de penser et de faire et par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer sur différents postes, il y a vraiment des profils très différents en fait. Et pour ce qui est du UAV, il y a des postes différents. C'est-à-dire que donc moi, j'étais dans un poste de gestion de projet, mais il va avoir des postes plus techniques. Il va avoir même, on peut rechercher des médecins, on peut rechercher des infirmiers ou vraiment des administrateurs. Il y a des postes vraiment différents. Donc, ça dépend de toi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire exactement? Qu'est-ce que tu aimerais travailler? Si c'est plus la gestion de projet, plus autre chose. À mon avis, encore une fois, tout va dépendre, pas forcément du master que tu fais, parce que je pense que tu peux très bien avoir un master dans un certain domaine et puis finalement, ton envie va changer ou tu vas préciser ou alors tu auras une opportunité qui va t'amener dans un sens ou dans un autre. Peut-être que ce ne sera pas un fil linéaire, mais je ne pense pas qu'en fait les organisations vont sélectionner une personne parce qu'elle a ce master et que l'autre n'a pas ce master-là en question. C'est sûr que si tu veux faire de la gestion de projet, quand ils vont voir ton CV avant, disons, de te connaître toi en tant que personne, ils vont voir, OK, cette personne, elle a un master en gestion de projet, le poste c'est gestion de projet, bon, c'est bien, ça colle et bon, peut-être que tu vas être dans les personnes sélectionnées ou dans le top 2 des personnes qui ont décidé de sélectionner. Mais encore une fois, ça peut se jouer à d'autres choses. En tout cas, moi, je crois vraiment que c'est pas... c'est comme quand on est au lycée, qu'on te dit, oui, il faut que tu choisisses ton bac S, ESL ou autre chose et que ça va déterminer, et qu'on pense que ça va déterminer toute notre vie. Mais en fait, pas du tout. Il y aura toujours moyen d'aller où tu veux par d'autres moyens. Donc, à mon avis, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est s'il y a un master qui t'intéresse, parce que c'est une thématique qui t'intéresse, parce que tu as envie d'apprendre sur cette thématique, alors fais-le et dans tous les cas, ça pourra te permettre, c'est sûr, d'avoir le poste que tu souhaiterais avoir. Si tu le fais juste parce que tu penses que ça te permettrait d'avoir ce poste, mais qu'au final, c'est plutôt, disons, un choix stratégique, après, ça peut se faire, hein, ça c'est sûr. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses, mais c'est sûr que ça peut aussi être quelque chose que tu peux faire. Donc, bon, c'est pas une réponse, disons, peut-être très oui-non. Mais à mon avis, si tu veux vraiment aller quelque part, tu vas y arriver, peu importe le master que tu vas faire. Donc, fais plutôt un truc qui te tente, qui te plaît. Voilà. Moi, c'est ça que je pourrais te dire. Ouais, peut-être pour suivre Sophie. Alors après, je pense que c'est des avis très personnels, donc c'est pas forcément évident aussi selon les personnes qui recrutent. Moi, je suis pas forcément une fan de la multiplication des diplômes. Je pense qu'on est, enfin, si je prends moi, au moment où on avait à recruter des volontaires ou des stagiaires, bon, le parcours universitaire, c'est une chose. Mais alors après, ça dépend aussi des contextes, bien sûr, et des missions. Moi, je sais que sur des missions plutôt d'accompagnement éducatif, etc., on essayait plutôt d'aller voir comment les jeunes réagissaient face à comment les futurs stagiaires réagissaient face à telle ou telle situation. Est-ce qu'ils étaient plutôt prêts justement à faire face à des différences culturelles? Est-ce que peut-être s'étaient renseignés déjà sur le pays dans lequel ils allaient aller?
du coup, je trouve que voilà, on était plutôt positionné là-dessus au-delà du diplôme. Après aussi parce qu'on était on est une asso, là où j'étais, c'était une asso d'éduc-pop, donc il y a peut-être aussi une façon de penser qui n'est pas forcément la même. On a peut-être un peu plus de liberté, on se laisse peut-être plus le choix de s'orienter vers telle ou telle personne. Et je pense après, voilà, si une personne a diplôme égal, elle doit choisir, elle ira peut-être plutôt choisir la personne qui a déjà eu peut-être un premier engagement associatif, quelque chose déjà sur le terrain, je pense que c'est peut-être ça qui ferait la différence. Après, parce que du coup, souvent, quand on est sur le terrain, on est sur des choses très opérationnelles. Parfois, sur des missions, si ça dure 1 an, par exemple, finalement, ça passe très, très vite. Donc, si on arrive à se dire, celle-là, cette personne-là, peut-être que du coup, on sent qu'elle pourrait s'adapter assez rapidement ou elle s'est déjà un peu renseignée. Je pense que moi, j'irais plutôt choisir une personne que je sentirais plus facilement prête à être formée et à être assez opérationnelle sur place plutôt qu'une personne qui aurait fait plein de diplômes à la suite, quoi. Mais après, voilà, je pense que ça dépend vraiment de chaque recruteur et recruteuse, donc c'est pas évident de donner une recette magique. Alors moi, si je peux rebondir parce que j'ai aussi en tête les autres rencontres insertion pro qu'on a pu faire. Alors, Édouard et Emma, si je ne me trompe pas, vous êtes dans des études d'ingénieur, c'est ça? Parce que Oui. j'ai vu que Emma, tu avais un peu rebondi. En fait, les ingénieurs, c'est quand même un métier très spécifique et pour des missions humanitaires, en fait, ça peut être recherché sur certaines thématiques. Donc, notamment sur des VSI, ça peut être vraiment intéressant. Après, moi, si je peux vous donner des exemples de parcours pour vous dire et rebondir sur ce que Sophie a dit, et en fait, n'importe qui, pas n'importe qui, mais quand on est motivé et qu'on a vraiment envie, on peut y arriver. Par exemple, on a eu un chargé de plaidoyer à Coordination Sud qui à la base était archéologue, qui est passé par la CGT, la section internationale de la CGT, qui travaillait sur des questions de solidarité internationale pour finalement arriver à Coordination Sud. Et en fait, c'est à force aussi d'insister, d'être motivé, de tenter de frapper à plusieurs portes. Il nous a confié que son CV, il avait été limite récupéré dans la poubelle parce qu'il y a des gens qui l'avaient tout de suite écarté à Coordination Sud en disant moi CGT, ça ne nous intéresse pas, mais parce qu'il avait fait des contacts, justement, je rebondis sur l'idée d'Anaïs du réseau, et on a dit si, ce gars-là, il est intéressant. Donc, il faut essayer. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, on peut aussi des fois identifier, une fois qu'on a un peu mieux compris le domaine, ce qui nous intéresse, ce qu'on veut faire, peut-être qu'on peut avoir des compétences à acquérir, mais peut-être qu'il sera temps de les acquérir à ce moment-là. Et par exemple, il y a une école qui s'appelle Bioforce, qui est basée à Lyon, qui propose des formations autour de l'humanitaire assez spécifiques. Ça peut être il y a des modules, il y a des formations d'1 an, mais ça peut être aussi des modules de 3 mois. C'est payant. Je pense, j'imagine qu'il peut y avoir quelques aides financières ou des fois, je sais qu'il y a aussi des fonctionnements en alternance. Mais je pense que ce type de formation, ça peut être intéressant quand on sait vraiment, on se dit, voilà, je sais, il me manque là un module gestion de projet, il faut que je me forme là-dessus. Et voilà, et on acquiert la compétence supplémentaire et ça permet après de postuler sur notre poste. Oui, effectivement, Bioforce, c'est cher. C'est pour ça que pour moi, alors après, là encore, c'est un commentaire, une vision personnelle. Je pense que ça ne sert à rien d'y aller tout de suite au sortir de ses études, mais plutôt d'essayer de vivre des expériences et peut-être qu'on ne va pas commencer par voir quel type de volontariat on peut faire et peut-être que tu ne commenceras pas par la mission idéale de tes rêves, mais tu vas te former, tu vas apprendre des choses et après, tu sauras aussi pourquoi tu vas à Bioforce. Moi, sur les écoles comme ça, qui sont quand même assez coûteuses, je pense que ça peut valoir le coup d'essayer de faire d'autres expériences avant et en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs expériences, c'est ça qui fait aussi la richesse d'un parcours. Vas-y Sophie, si tu veux. Oui, en fait, je voudrais juste compléter la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure, Edouard, parce que je n'avais pas retenu l'information que tu étais en école d'ingénieur. Et en fait, je me souviens très bien que lors de la formation des volontaires de l'aide de l'Union européenne, il y avait 2 personnes qui étaient dans mon groupe, en fait, qui étaient justement ingénieurs. Et donc, l'un était spécialisé dans tout ce qui était agriculture et l'autre dans tout ce qui était eau, sanitaire, etc.
Et en fait, c'est des profils qui sont très recherchés aujourd'hui, des profils vraiment techniques. Parce que quand on voit dans les ONG, il y a beaucoup de personnes qui sont des généralistes, un petit peu, donc plutôt dans des gestionnaires, gestion de projet. Mais aujourd'hui, ils recherchent, c'est de plus en plus, et on en parlait justement lors de cette formation avec aussi des formateurs, qu'on recherche vraiment, en tout cas les ONG recherchent des profils beaucoup plus techniques. Donc là, c'était le cas par exemple de ces 2 camarades qui étaient ingénieurs sur des questions de l'eau. Alors dans le secteur WASH, il y a beaucoup de postes d'ingénieurs qui sont recherchés. Aussi, je sais que dans tout ce qui est camp management, etc., ils recherchent souvent là, ce n'est pas forcément des ingénieurs, mais ça peut être des urbanistes donc au final, c'est une compétence en fait technique qui est recherchée. Donc je pense que ça peut te rassurer en fait d'avoir ce point de vue. Et donc oui, tu peux très bien faire un UAV. Il faut regarder un petit peu les postes. Alors là maintenant avec le Covid, je ne sais pas s'il y a beaucoup de postes, mais il y a certainement des postes plus spécialisés. Tu vas aller voir directement. Des fois, ils cherchent, c'est même écrit ingénieur en je ne sais pas quoi. Donc voilà. Alors peut-être, est-ce que avant de conclure, Anaïs et Sophie, vous pourriez nous donner, je pense qu'on a déjà donné des conseils un peu là, mais peut-être sur vous, en regardant votre expérience sur l'insertion professionnelle dans ce milieu-là, est-ce que vous auriez des conseils à partager rapidement, en 2-3 minutes? Bon, alors, principalement, je pense qu'on en a déjà plus ou moins parlé. Comme conseil, je pense que l'expérience donc, pour travailler dans le secteur des ONG, donc moi, je peux te parler plus spécifiquement des questions migratoires parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé principalement. Mais c'est vraiment d'avoir l'expérience de terrain et aussi quelque chose qu'on ne voit pas peut-être forcément directement dans un CV, mais aussi tout ce qui est plus soft skill en fait. Parce qu'il y a quelque chose qu'on remarque vraiment quand on est dans le monde du travail, mais c'est le fait de travailler en équipe et avec d'autres personnes. Et les personnes vont vouloir et aimer travailler avec quelqu'un qui a aussi disons, qui a un caractère, ou disons qu'il y a des compétences personnelles, interpersonnelles importantes. Et ça, c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas suffisamment parce qu'on est plus axé sur le diplôme ou ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est très important dans une équipe et c'est quelque chose qui va se voir, se voir pas forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être testé lors d'entretiens. Et comme l'ont déjà dit Anaïs et Louise, bien évidemment, le réseau, je pense, c'est aussi quelque chose de très important dans ce milieu-là. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de participer à ce genre d'événements où on peut rencontrer d'autres personnes, on peut voir aussi ce que les personnes font. Donc, la curiosité, c'est quelque chose aussi d'important. Et voilà, essayer de connaître ce qui se fait et d'essayer d'avoir un réseau. C'est sûr que quand on commence, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui peut être possible malgré tout, justement en s'intéressant à ce que les autres font. Voilà. Oui, je pense que du coup, je vais peut-être me répéter ce qu'ont pu dire Louise et Sophie, mais c'est vrai que du coup, il y a tellement de formes de volontariat possibles. Je crois que Louise t'avait mis un lien France Volontaire, je pense, qui liste un peu tous les volontariats. Et c'est une super opportunité après les études d'en profiter, en fait, parce que ce sera un vrai plus d'avoir une de ces expériences de volontariat sur le terrain. Donc, je ne peux que conseiller peut-être de passer par cette case-là, parce que ce n'est pas forcément évident quand on finit les études de postuler directement à un poste en France. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui postule, donc ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, d'avoir cette expérience à l'international, ça sera toujours un plus dans tous les cas. Et même, en fait, c'est vrai que je pense notamment au service civique VSI, il y a aussi beaucoup de gens qui postulent, donc il ne faut pas abandonner après 1 ou 2 refus. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, enfin plutôt au niveau des petites en tout cas, qui ne connaissent pas forcément eux-mêmes ces dispositifs-là.
même si ça devient de plus en plus connu, notamment le service civique, mais pas forcément toutes. Et donc, du coup, moi, je me souviens quand j'étais en service civique, à la préparation au départ, il y a un jeune, en fait, qui avait dit qui était intéressé par une orga et qui lui a dit, mais en fait, vous savez, le service civique, ça existe. Et du coup, les avantages, c'est ça, ça, ça. Et donc, du coup, qui a obtenu aussi un service civique de cette manière-là. Donc, du coup, ça peut être intéressant aussi si vous souhaitez vous orienter vers tel ou tel dispositif, en fait, d'aller frapper aux portes directement et de dire ce qui existe parce que voilà, les organisations ne sont pas forcément toutes au courant. Donc, c'est une bonne porte d'entrée. Donc, encore une fois, le réseau, ça fait quand même beaucoup de choses, mine de rien, dans ce milieu. C'est bien parce que vous commencez ce soir à réseauter. Merci beaucoup Anaïs et Sophie. Je vous envoie dans le chat, en fait, on a fait d'autres rencontres insertion pro et il y en a 2 qui peuvent être réécoutées. Alors, bon, la qualité n'est pas oufissime, donc je m'en excuse, mais de 2 personnes de MSF et le témoignage de personnes de Coordination Sud aussi. Voilà. Et je vous souhaite sinon à tous une très belle soirée et bon appétit si vous allez manger.